In the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Alors, le 17 juillet ressort en salle un film qui était déjà sorti il y a un certain temps, il y a plus de 48 ans d'ailleurs, c'était le 21 novembre 1977. Le film, c'est Les Tziganes montent au ciel, et je disais à mon invité que c'est un film que j'ai découvert. Et donc, j'ai découvert aussi le nom de l'auteur. Et voilà, on ne peut pas tout savoir. Et c'est vraiment super excitant d'avoir découvert un film comme ça. Mais bon, mon invité connaît parfaitement et ce film, et l'auteur, et le contexte. Donc, Les Tziganes montent au ciel, c'est vraiment, vraiment un événement estival, on va dire ça comme ça. Le film était déjà sorti en Blu-ray, c'était chez nos amis de Potemkin. Et d'ailleurs, Joël Chaperon, mon invité d'aujourd'hui, avait participé au bonus de ce DVD Blu-ray. Et donc, le film ressort en salle le 17 juillet. Je remercie Thierry Vidot pour l'aide apportée à la conception de cette émission. Joël Chaperon est spécialiste, si je le dis de manière très synthétique, spécialiste des cinématographies d'Europe de l'Est, mais pas que. Quand on lit sa biographie, il y a pas mal de choses. Vous avez été traducteur, interprète russe, vous écrivez énormément, vous participez à pas mal de bonus DVD, vous avez été correspondant étranger du Festival de Cannes depuis plus de 30 ans pour les pays de l'ex-URSS. Vous êtes un passeur. Voilà, vous êtes un passeur. Et donc, je suis très content de vous recevoir aujourd'hui. Comment allez-vous ? Eh ben, d'abord, merci beaucoup. Merci vraiment pour cette invitation. Ça va très bien et je suis toujours ravi, effectivement, de voir que des monuments du cinéma des pays d'Europe de l'Est qu'on voit moins souvent aujourd'hui sortent en salle, ressortent en salle, parfaitement restauré, numérisé, et notamment sur ce film-ci où les couleurs sont capitales, et donc il faut absolument voir ce film sur grand écran, même si, comme vous l'avez dit, les DVD et les Blu-ray sont là au cas où. Mais il faut le voir, et quand il ressortira, moi j'irai le voir en salle. Ma première question est d'un banal, et en même temps ça va peut-être m'aider à comprendre un peu plus pourquoi j'adore ce film. Tout simplement, est-ce que vous pouvez nous dire qui est Émile Loteanu ? Alors, Émile Loteanu, le cinéaste, fait partie de ces cinéastes soviétiques. Il est né en 1936, qui sont des figures capitales des cinématographies des autres républiques, c'est-à-dire les cinématographies des républiques non russes. Donc, on en connaît assez peu, mais on en connaît certains. Des Géorgiens, des Arméniens, quelques Kazakhs, des cinéastes des pays baltes, mais de Moldavie, puisque c'est le territoire d'origine de ce cinéaste, Émile Loteanu, de Moldavie, on n'en connaît qu'un, c'est lui. Grâce notamment à deux films capitaux qui sont capitaux non seulement pour l'histoire du cinéma soviétique, mais surtout pour l'histoire du cinéma soviétique à l'étranger, qui sont effectivement Les Tziganes montent au ciel, puis Un accident de chasse, mais je pense qu'on en reparlera aussi, qu'il a fait 2 ans plus tard. Et donc, c'est particulièrement important parce que il fut un temps où l'Union soviétique avait notamment envie de mettre en avant un certain nombre de cinéastes non russes, de manière à montrer que les républiques qui faisaient partie de l'Union soviétique faisaient également du cinéma, qu'il n'y avait pas qu'à Moscou ou à Leningrad ou à Kiev qu'on faisait du cinéma, mais qu'on en faisait aussi dans d'autres républiques. Donc, il a aussi bénéficié de ça, et plus sa qualité de metteur en scène, bien évidemment, l'a aidé. Et même si, on va dire, la majeure partie de ces films, il les a tournés en Moldavie, il se trouve que Les Tziganes montent au ciel avait été refusé par le studio de cinéma de Moldavie et qu'il a été obligé de monter à Moscou, comme on dit, pour aller trouver le financement. Donc le film Les Tziganes montent au ciel, entièrement tourné en Moldavie, est financé par Mosfilm, le studio de Moscou. Donc comment voilà. Vous avez découvert c'est vraiment important. J'ai découvert le film à l'époque, en fait. Moi, je suis à la base interprète de russe, et quand je faisais mes études de russe, on est justement au tournant de la fin des années 70, début des années 80. Il y avait un cinéma à Paris qui s'appelait le Cosmos, où on pouvait voir des films des pays dits communistes. Et à l'époque, comme vous le disiez, fin 1977, le film est sorti sur grand écran. Et j'avais découvert ce film à ce moment-là, et évidemment, ce film était resté en mémoire.
de même que celui qu'il a fait juste après, Un accident de chasse. Mais je ne connaissais pas évidemment ce metteur en scène auparavant. J'ai vu quelques-uns de ses autres films, même si c'est aujourd'hui compliqué, notamment quand on est en France, de voir les autres films qu'il a pu faire. Mais en tout cas, ça avait été une découverte pour moi, même si, et j'en parle d'ailleurs dans les bonus, nous, en France, on avait découvert aussi les tziganes yougoslaves. J'ai même rencontré les tziganes heureux d'Alexandar Petrovitch 10 ans auparavant. Là, c'était d'autres tziganes, c'est ceux de Moldavie aux confins donc occidentaux de l'Union soviétique qu'on découvre dans ce film-là. Quand vous l'avez découvert à l'époque, qu'est-ce qui vous avait d'emblée, je dirais, surpris, voire même déconcerté? Je pense qu'il y avait deux choses. D'abord, voir des coutumes locales à l'écran dans un film soviétique était très rare. Sans doute que c'est la première chose qui m'avait surpris. Et la deuxième chose, je pense que c'était le sentiment de liberté qui se dégageait de ce film à l'époque, dans une époque justement où l'Union soviétique était un peu privée de liberté. Et il y avait un sentiment du fait que tout est possible, que la liberté est possible, que quand on ne peut pas être à un endroit, on a le droit d'aller dans un autre, etc. Tout ça, ce sont des choses qui sont bien évidemment intrinsèques aux Tziganes, mais qui sont mises en avant dans le film par Émile Lotianou lui-même. Et c'est sans doute ces deux choses-là, à la fois les coutumes locales et la liberté qui transparaît dans le film, qui m'avaient véritablement surpris. Est-ce que dans le contexte même je vais généraliser, j'en suis désolé, de cette cinématographie soviétique, parce qu'à l'époque c'était encore soviétique, est-ce que c'est un film qui détonnait énormément? Oui, oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Non seulement il détonnait énormément, mais en prime, tout le monde s'est jeté sur le film. Le film est le premier grand succès commercial de 1976, puisqu'il est sorti en 1976 en URSS. Il a attiré 65 millions de spectateurs. Il est le 13e plus grand succès d'un film soviétique dans toute l'histoire du cinéma soviétique. Et donc, ça a été une espèce de force d'attraction qui a marqué les esprits, même si sans doute que le fait de marquer les esprits, on le doit également à une scène érotique, puisque Svetlana Toma, l'actrice principale, on la voit torse nu, et les soviétiques n'avaient plus vu de torse nu féminin depuis des décennies. Donc je n'exclus pas qu'une partie de l'engouement soit due à cette scène, d'ailleurs le metteur en scène le disait lui-même. Toujours est-il que indépendamment de ça, le film a été vendu dans 112 pays du monde entier. Il est sorti effectivement un peu partout, même aux États-Unis, en Amérique latine, partout, y compris dans des pays où voir des torses nus féminins était plutôt monnaie courante à la fin des années 70. Donc, c'est pas pour ça que ce film a eu un vrai retentissement à droite à gauche dans le monde. Il a eu le Grand Prix du Festival de San Sebastián en 1976 et c'est certainement pas pour la scène érotique qu'il a eu ce prix. Alors, avant qu'on parle un peu et du cinéaste, de la mise en scène dans ce film, ça va être compliqué pour moi vu que je n'ai pas vu les autres films, mais il y a quand même 2-3 choses quand même sans avoir vu les autres films, on voit d'emblée dans Les Tziganes mentent au ciel. Et avant de parler aussi, peut-être, je pense, de comment ce film a été fait, la première chose, quand on le voit, je crois, qui saute aux yeux, c'est la photographie. Et donc, on s'intéresse un petit peu à celui qui en est l'auteur, entre parenthèses, c'est Sergueï Vransky. Et moi, j'aimerais bien connaître un petit peu cet auteur, parce que c'est vraiment un auteur pour le coup. Comment Loteanu rencontre Vransky? Est-ce qu'ils ont déjà travaillé ensemble? Qui est Vransky finalement? Écoutez, c'est presque une colle, parce qu'effectivement, je pense qu'on n'a pas revu Vransky comme ça, on va dire en tête en tant que chef opérateur d'un grand film soviétique après. Mais là, vous me posez une colle à laquelle je n'ai pas une réponse à vous offrir immédiatement. Donc, j'en suis absolument désolé, même si effectivement, c'est un moment capital que l'image de ce film. Curieusement, d'ailleurs, je ne sais pas à quoi c'est dû.
mais dans tout ce que j'ai pu lire sur le film, y compris dans les critiques soviétiques de l'époque, y compris dans les critiques parisiennes de l'époque, il y a deux choses qui sont mises en avant dans le film. C'est vraiment la mise en scène plus que l'image, la mise en scène de Lotianou et la musique. C'est et bien évidemment les acteurs. Mais assez curieusement, et non seulement c'est une colle que vous me posez, mais en prime, je me demande à quoi est due cette quasi-absence de la mention de Vronsky. Vous soulevez pour moi une question que je vais creuser, mais vous soulevez une question importante. Pourquoi est-ce que son nom ne figure pas dans ce que les journalistes mettent en avant dans ce film? C'est assez curieux, parce que vous avez entièrement raison. Il y a des scènes où quelle est la part de l'opérateur et la part du metteur en scène à l'intérieur de ce film? C'est assez compliqué pour vous répondre là-dessus. Est-ce qu'il n'y aurait pas cette peur improbable de la belle image? Parce que le film ne regorge pas de belles images. Moi, je ne trouve pas que ce soit des belles images. Je trouve que le travail sur la photographie est un élément de mise en scène. C'est pour ça que ça m'a. Et autant que la musique est aussi un élément de mise en scène, mais ça, on va en parler juste après. C'est pour ça que je me posais cette question. Est-ce que dans les autres films de Loteanu, il y a toujours ce même rapport dans la composition du cadre que dans Les Tziganes? Dans les autres films de Loteanu, oui. Alors, Les Tziganes montent au ciel, c'est le seul film qu'ils ont fait ensemble. Il avait d'autres chefs opérateurs dans les films précédents, et ça j'en suis sûr, et assez curieusement d'ailleurs, il ne l'a pas repris après. D'où le fait qu'effectivement, c'est la question que vous posez sur cet opérateur est d'autant plus intéressante que c'est leur seule collaboration. C'est assez curieux, de voir à quel point effectivement même les couleurs, etc., comment tout ça a été un peu passé sous silence. Et pourquoi est-ce que c'est leur seule collaboration? Je n'ai rien lu à ce sujet. Et j'en suis désolé. Alors à creuser, et c'est très bien comme ça. Alors, si on prend. Voilà, et si on prend l'histoire, le synopsis des Tziganes montent au ciel, en fait, c'est carrément, c'est très simple. On voit que c'est adapté des récits de Maxime Gorky, et finalement, c'est une espèce de, comment je pourrais dire ça, on va dire que c'est quelque chose, on dirait Carmen qui est revisité, on va dire en quelque sorte, mais il y a deux personnages qui sont importants, et qui sont, alors il y a Sobar et Rada, et Sobar est joué par Grigore Grigoriou et Rada par Svetlana Thomas. Et donc, il y a une espèce d'histoire d'amour comme ça, avec bien évidemment, pas comme décor, mais comme dynamique, le milieu des Tziganes, avec aussi ce qui se passe au niveau de la bourgeoisie et de l'aristocratie. Et avant de commencer à parler du film, je voudrais savoir qui sont ces deux acteurs, Grigore Grigoriou, enfin je sais un peu, mais c'est bien d'en parler, et de Svetlana Thomas. Qui sont ces deux personnages? Alors, et même, j'allais dire presque, avant de parler des personnages, juste deux mots sur l'origine du film. Vous disiez justement Maxime Gorky. D'abord, c'est effectivement à partir de deux récits de Maxime Gorky, qui sont des récits de la fin du 19e siècle, qu'il a écrit, et c'est les tout premiers récits qu'il a écrits avec son pseudonyme. Parce qu'en fait, il s'appelait pas Maxime Gorky, c'était un pseudonyme. C'est les premiers récits qu'il a écrits sous pseudonyme. Et c'est des récits qui sont sans doute lointainement inspirés de Prosper Mérimée. C'est des récits qui sont dans la continuité de cette espèce de romantisme du 19e siècle avec, justement, vous parliez de Carmen et vous avez tout à fait raison, c'en est lointainement inspiré, mais on sent bien que ça vient de là. Ensuite, sur ces deux acteurs-là, il se trouve que dans Les Tziganes montent au ciel, c'est pas la première fois que Émile Lotianou s'adresse à eux. Il les a rencontrés il y a quelques années auparavant. Ça fait déjà 10 ans, en fait, qu'il vit avec Svetlana Thomas, qu'il a rencontrée dans la rue. La jeune fille avait 17 ans, elle était à un arrêt de bus avec sa mère, et Émile Lotianou l'avait remarqué en disant « mais je pense que vous pourriez faire du cinéma », ce à quoi elle ne se destinait absolument pas. Et Émile Lotianou est allé lui faire une cour intense ainsi qu'auprès de sa mère, et a fini par avoir gain de cause, et il l'a fait tourner dans les deux films qui ont précédé Les Tziganes montent au ciel.
où elle jouait déjà. Et d'ailleurs, quand il s'est agi de trouver la Rada des Tziganes montent au ciel, elle était persuadée qu'elle n'aurait pas le rôle principal, bien qu'elle soit la compagne officielle et qu'elle ait déjà tourné avec Émile Lotianou. Elle pensait qu'il lui donnerait un second rôle. D'autant plus que Émile Lotianou était particulièrement voulait particulièrement être extrêmement précis sur tout ce qui avait trait aux tziganes. Svetlana Thomas n'était pas tzigane. Et donc, elle était persuadée qu'il allait prendre une tzigane dans le rôle principal, ce qui n'a pas été le cas. Elle a quand même fait des essais à sa demande à lui. Et in fine, c'est elle qui a remporté le rôle. Mais donc, cette histoire d'amour qu'ils ont eue et le fait qu'elle ait tourné dans presque tous ses films, bien évidemment, est extrêmement importante aussi pour l'histoire même du film et l'intérêt que Lotianou portait à Svetlana Thomas. Même si, quand on lit et quand on entend les interviews de Svetlana Thomas, il y en a une justement dans le bonus DVD, et quand on lit un certain nombre d'articles de presse soviétiques de l'époque, on voit bien qu'il ne lui, comme on dit, il n'y a pas fait de cadeau du tout, parce que le tournage a été particulièrement difficile, qu'il se comportait, on dirait aujourd'hui, de manière absolument dictatoriale avec tous ses acteurs, y compris avec elle. Elle a même fini par quitter le plateau. Un jour, tellement elle n'en pouvait plus, elle est partie à Moscou, elle pensait qu'il la rappellerait, il ne l'a pas rappelée, elle est revenue toute seule, le tournage avait été interrompu pendant toute son absence, et ensuite il lui a plus adressé la parole jusqu'à la fin du tournage, encore une fois, c'était sa compagne de la vie quotidienne. Toujours est-il qu'effectivement, c'est une jeune fille qu'il a rencontrée quand elle était très jeune, et c'est lui qui lui a mis le pied à l'étrier de ce qu'on appelle l'actorat. Elle a tourné dans une cinquantaine ou une soixantaine de films in fine, même si son grand rôle reste celui de Rada des Tziganes montent au ciel. C'est un peu comme Michel Mercier et Angélique. Vous avez tourné plusieurs dizaines de films, et il y en a un qui vous colle à la peau jusqu'à la fin de vos jours, et bien pour elle, c'est celui-ci. Grigori Grigoriou, lui, pareil, a été manutentionnaire, menuisier, dresseur de chevaux, et Émile Lotianou l'a aussi casté sur précédents films, Les Léoutards, et il n'était pas sûr en fait que le couple fonctionne à l'écran, mais puis après quelques moments d'essai, il s'est convaincu qu'effectivement le couple pouvait fonctionner à l'écran. Et donc, ça a été, lui aussi, se destinait pas du tout à être acteur. C'était des gens que Lotianou avait rencontrés comme ça par hasard. Et puis surtout, je pense qu'il faut aussi souligner le fait que la quasi-totalité des seconds rôles sont interprétés par des vrais tziganes. Lotianou on dit qu'il a fait un casting de plus de 2000 personnes. Il a envoyé des assistants de casting aux quatre coins de l'URSS pour aller voir les diverses communautés tziganes qui avaient pu s'installer à droite à gauche. Il s'est notamment appuyé sur un théâtre tzigane à Moscou qui s'appelle le théâtre Roman. Et c'est là qu'il a trouvé un certain nombre de ses acteurs pour interpréter la quasi-totalité, encore une fois, des seconds rôles. Rares sont les acteurs professionnels. Comment étaient perçus les tziganes à cette époque en URSS? J'allais dire un petit peu comme ils l'ont été toujours, un peu brinque-ballés, un peu chassés, on le voit bien d'ailleurs dans le film, qu'ils ne sont les bienvenus nulle part. Alors certes, c'est clair que l'action du film se passe au début du XXe siècle, mais encore une fois, cette liberté qui est intrinsèque aux tziganes a toujours déplu au pouvoir soviétique, et pas que au pouvoir soviétique d'ailleurs. Et puis, il y a cette volonté farouche de vouloir garder absolument ces traditions qui déplaisaient fortement au pouvoir soviétique, donc ils étaient de toute façon pas bien vus. Mais il y a une jolie légende tzigane d'ailleurs qu'on m'a racontée, puisque vous savez, ce peuple officiellement est originaire d'Inde, et que tous les tziganes sont originaires d'une langue romanique qui viendrait d'Inde. Et on m'a raconté cette légende disant que en fait les tziganes ont quitté l'Inde il y a de cela des centaines d'années, et en fait depuis ils errent dans le monde parce qu'ils ont oublié pourquoi ils sont partis.
Et je trouve cette légende tout à fait formidable, mais c'est d'où le fait qu'ils continuent d'errer en fait aujourd'hui, puisqu'ils ne savent plus pourquoi ils sont partis. Ce qui est très intéressant, c'est dans cette légende, si je peux me permettre, il y a toujours aussi, de manière discrète, hein, c'est pas dit, cette volonté de toujours chercher des récits, d'aller à la recherche de récits, de nouveaux récits. Et donc, dans l'errance, dans les voyages, on est toujours dans les nouveaux récits. Le film s'ouvre pratiquement sur 3 conseils d'un sage, une espèce de sage, qui dit à Sobar, qui lui dit attention à l'argent, attention aux femmes, et surtout, sois toujours libre. Et c'est intéressant parce que ça ne peut que créer des récits et des récits et des récits et des récits. Et le film ne fait que ça, de raconter une myriade de récits. C'est passionnant, passionnant. Oui, oui, absolument. Et peut-être que ces 3 amours, femmes et liberté sont justement à la base même peut-être de la culture tzigane, je ne sais pas. Je ne suis pas spécialiste non plus de la culture tzigane. Comment, quand vous évoquez le rapport que Loteanu a avec ses comédiens et comédiennes, je me pose la question de savoir si c'est un cinéaste qui fait partie de cette lignée de cinéastes qui, voit les comédiens et les comédiennes comme des espèces de modèles qu'il faut façonner, dont il faut surveiller les faits et gestes, et qu'ils doivent être au service de la caméra. Il y a des cinéastes qui font des films parce qu'ils rêvent de jouer, ils rêvent de diriger tel comédien ou telle comédienne. Est-ce que Loteanu est de cet acabit-là ou c'est autre chose? Loteanu, compte tenu encore une fois des récits qu'on a eus du moment du tournage, et même de son film précédent, Les Léotards d'ailleurs, et celui d'ailleurs d'après un accident de chasse, Oleg Yankovsky, qui est un immense acteur soviétique, qu'il avait pris pour un accident de chasse, qui est l'acteur de Nostalgia, de Tarkovsky par exemple, a été particulièrement déstabilisé au tout début du tournage d'Un accident de chasse, parce que la manière que Loteanu avait de le diriger n'était pas du tout dans ses habitudes, et il a fallu un bon moment avant qu'il arrive à s'habituer à ça. Loteanu ne laisse aucune place à une quelconque improvisation, d'un quelconque geste, d'une quelconque parole, de quoi que ce soit. Il tient particulièrement à ce qu'il y ait une tension absolument unique sur le plateau. Il estime que sans tension, sans pression, les acteurs ne sont pas bons. Il passe son temps à leur hurler dessus en leur disant que de toute façon, ils sont tous nuls. Il fait faire jusqu'à 20 prises, 30 prises, 40 prises, 50 prises de la même scène, tant qu'il n'a pas le geste, le regard qu'il souhaite avoir. Et l'anecdote, j'allais dire, la plus parlante et la pire que j'ai lue sur, et Svetlana Thomas le raconte elle-même d'ailleurs, que j'ai lue sur ce tournage, c'est qu'il y a une scène de danse avec tous les tziganes, et notamment avec Svetlana Thomas et Grigory Grigoriou. Ils ont tourné cette scène en Moldavie sous la canicule. Et en fait, les chaussures de Svetlana Thomas s'enfonçaient dans la terre, et ça ne convenait pas du tout, parce que ça ralentissait le rythme, ça ne convenait pas du tout à Loteanu. Loteanu a fait mettre une plaque en fer blanc, qu'il a fait chauffer au soleil. Il a fait retirer les chaussures, il leur a mis des chaussettes. Les chaussettes les faisaient glisser, il leur a fait retirer les chaussettes. La plaque en fer blanc était à environ 50 degrés, ce qui lui a permis d'avoir le rythme, parce que la plaque était tellement chaude que pour la danse, il ne fallait surtout pas poser les pieds par terre. Je trouve cette anecdote particulièrement parlante, parce qu'il va pousser ses acteurs. Il n'est pas le seul, il y a d'autres metteurs en scène dont on sait comment ils travaillent aussi avec les acteurs. Mais pour répondre à votre question, la question elle est là. C'est pas qu'il avait particulièrement envie de travailler avec ces acteurs-là, c'est qu'il pense que ces acteurs-là vont se plier à sa manière de travailler à lui. Quand on a affaire à des très grands acteurs, ce qui n'était pas le cas, encore une fois, de Svetlana Thomas et Grigory Grigoriou à l'époque, mais c'était le cas de Yankovsky après. Yankovsky était déjà très connu, d'où le fait qu'il y a eu au départ un certain nombre de problèmes entre eux. Mais sa volonté à lui, c'est vraiment de faire plier l'acteur, et il estime, je parlais de côté dictatorial chez lui, il estime qu'effectivement, il n'y a pas de place à la vision de qui que ce soit d'autre, sauf à la sienne à lui, et il veut le geste, la parole, le regard
telles qu'il les a imaginées dans sa tête. Au niveau de la production du film, comment cela s'est passé? Est-ce qu'elle est aussi à l'image de son rapport aux comédiennes et comédiens? En fait, si vous voulez, la production du temps de l'Union soviétique, c'est à partir du moment où vous aviez le feu vert du studio, en l'occurrence c'est le studio Mosfilm à Moscou, il y a un budget qui vous est alloué, et le but, bien évidemment, c'est que vous restiez dans le budget qui vous est alloué. Généralement, c'est pas le metteur en scène qui s'en occupe, il y a un directeur de production qui fait le lien entre le metteur en scène et le studio. Là, il n'y a pas eu de dépassement budgétaire, soyons honnêtes, bien que le film se passe essentiellement en extérieur, qu'il soit tributaire éventuellement du temps qu'il fait. Il y a un budget pour les costumes, mais ils ont eu aussi là affaire aux tziganes eux-mêmes, donc ont apporté aussi un certain nombre de costumes eux-mêmes. Il y a certes quelques chevaux, mais enfin c'est pas non plus guerre et paix. Et donc le budget est pas énorme. Il est d'autant moins énorme qu'à l'intérieur du budget qui a été alloué à Émile Lotianou arrive à faire un film de 2h30. Et donc, il y a un certain nombre de scènes qu'il a tournées, qu'il a montées, qu'il a montrées ensuite au studio Mosfilm. Et le studio Mosfilm lui a dit « Ah non, non, nous, 2h30, ça ne nous va pas du tout, c'est beaucoup trop long, il faut que tu enlèves 1 heure. » Bon, in fine, il a dû enlever environ 50 minutes ou 45 minutes. La mort dans l'âme, je crois même que c'est une des rares fois dans sa vie où il a pleuré. Il a eu gain de cause sur la scène érotique qu'on voulait lui faire retirer, mais il n'a pas eu gain de cause sur la longueur du film. Il a eu d'autant moins gain de cause sur la longueur du film que, et on s'en aperçoit, y compris aujourd'hui en France ou ailleurs, quand on voit la longueur des films qui sortent chez nous aujourd'hui, qui font 2h, 2h10, 2h30, 2h40, les premiers qui râlent, ce ne sont pas les spectateurs, ce sont les exploitants, parce qu'ils perdent une séance par jour. Et là, en Union soviétique, c'était le même principe. C'est-à-dire qu'avec un film de 1h30, 1h40, vous faites 5 à 6 séances. Quand le film fait 2h40, vous ne les faites pas. Donc, il y avait aussi un principe de rentabilité auquel s'est plié Lotianou, sachant qu'en plus, Mosfilm n'était pas du tout persuadé que ce film allait remporter des prix dans le monde entier et attirer 65 millions de spectateurs. Donc, pour eux, c'était un film qui était mis en production, mais ce n'était pas censé devenir le film de l'année, ce qu'il est devenu. C'était, encore une fois, le plus grand succès commercial de l'année 76. Donc, c'est vraiment un film que les Soviétiques n'ont pas vu venir. La scène érotique dont vous parlez, elle est très intéressante pour plusieurs raisons. Mais il y en a une, moi j'aime bien une raison cinématographique parce que ça dit beaucoup aussi du film dans son entièreté. C'est que donc ça se passe près d'une rivière et il y a un moment, parce qu'il y a plusieurs moments, Rada donc est à moitié nue. Et elle retire sa robe et on s'aperçoit qu'elle n'a pas qu'une robe. Alors là, je crois, j'ai dû compter 6, 7, 8, quelque chose comme ça. Et puis ensuite, elle étale ses robes. Elle garde encore une dernière robe, bien évidemment, et elle étale les 6 autres à même le sol. Je trouve ça magnifique. C'est magnifique. Pour les faire sécher, puisqu'en fait, elle est tombée dans l'eau avant avec… C'est vrai. Je ne voulais pas spoiler, comme on dit, c'est pas non, mais en fait, c'est beau parce que il y a comme ça, et ça dit beaucoup aussi de ce qu'on voit avant et de ce qu'on va voir après, c'est que, comme je l'expliquais, il y a une multiplicité de choses. Il y a toujours… moi, la sensation que j'ai avec ce film, c'est qu'à chaque fois, à chaque séquence, je suis toujours aussi surpris. Et c'est comme avec à chaque fois qu'elle retire une robe, on est surpris. Enfin, lui, il est plutôt Zabor et Sobar, pardon, est très surpris. Et je trouve que c'est ça le film. Le film gagne énormément là-dessus. C'est que à chaque fois qu'on avance d'une séquence à une autre, on est constamment surpris. Et par la fougue du jeu des comédiens, par le travail sur la photographie, par le montage qui est extrêmement fiévreux, on a l'impression que ce film, à un moment, va décoller, va s'en aller, et nous, on va rester pantois devant la salle du cinéma, parce que ce film, comme vous l'avez très bien dit, il y a une force de liberté dans ce film qui, parfois, nous est très déconcertante, je l'avoue, mais qui est… j'ai rarement vu un film qui est en train de s'élever pendant qu'on le regarde et qui, à un moment, on n'a plus besoin de nous, il a envie de partir, il a envie d'aller ailleurs. Et le film ne fait que ça. D'ailleurs, même la fin est très particulière. C'est-à-dire qu'on s'y attend plus ou moins, mais elle est très, très particulière aussi. Donc, voilà l'idée que j'ai. Et quand on voit cette séquence érotique avec le retrait, le fait qu'elle retire plusieurs fois, je me dis, mais c'est le film en l'occurrence.
Oui, oui, tout à fait. Et peut-être qu'il faut remercier, d'ailleurs, on ne saura jamais, parce que moi je n'ai pas vu les scènes coupées, peut-être qu'il faut remercier le studio Mosfilm d'avoir coupé, parce que peut-être qu'avec 2 heures et demie de film, on n'aurait pas eu cette sensation aussi. Comme vous dites, le montage est vraiment rythmé, il y a une vraie dynamique à l'intérieur du film, et je pense que ça participe justement de cette envie de liberté que le film dégage, dans tous les sens, c'est-à-dire qu'il nous donne à nous aussi une certaine envie de liberté qu'il s'est appropriée lui-même. Donc cette scène-là et puis beaucoup d'autres, les scènes aussi au tout début, quand ils sont à cheval, encerclés par les gendarmes et qu'ils tournent à cheval, qu'ils tournoient même, j'allais dire, à cheval, c'est aussi très très impressionnant. Il y a des vraies belles scènes. Et chacune raconte quelque chose. Oui, tout à fait. La séquence dont vous parlez, le fait qu'ils sont poursuivis par les soldats et les soldats décident de les encercler, mais eux-mêmes, les tziganes, décident de continuer à faire des ronds et on ne comprend pas comment ils peuvent s'en sortir, mais ils y arrivent quand même à s'en sortir parce que c'est la caméra, on sent que la caméra qui est très organique dans ce film, elle est vraiment organique, on sent que c'est la caméra qui s'en sort. Il y a une fidélité de la part du cinéaste au cinéma. Seul le cinéma peut raconter ce genre d'histoire. Avec Loteanu, on est dedans. On est vraiment, je ne vois pas ce qu'il aurait pu faire autrement. Je ne vois pas comment il aurait pu faire autrement que le cinéma. Il y a une foi incroyable, très forte, dans le cinéma avec Loteanu. Oui, tout à fait. Et il est particulièrement connu pour s'être intéressé, pas seulement aux Tziganes, mais globalement à la Moldavie, aux mœurs moldaves. Il est très attaché à sa terre, il est très attaché à la culture moldave. Plus tard, dans sa carrière, il va être évidemment reconnu comme le principal cinéaste moldave, il va prendre la présidence de l'Union des cinéastes moldaves, il va même avoir des velléités pour devenir président du pays après la perestroïka. Mais il y a quelque chose chez lui qui est intrinsèquement lié à sa culture, et les Tziganes en Moldavie, les Tziganes aux confins de la Bessarabie, de la Bukovine, de l'Ukraine, de la Roumanie, c'est sans doute que ça a dû imprégner aussi cette fameuse culture moldave avec un sentiment de liberté sous-jacent. Et en tout cas, lui, non seulement l'a très bien ressenti, mais le fait très bien passer surtout. Et c'est ça qui nous intéresse, nous. Ce qui est assez curieux d'ailleurs, c'est que son film suivant, Un accident de chasse, est une adaptation de Tchekhov. Et là, pour le coup, on est assez loin de ces fulgurances, on va dire, avec la caméra, où on est beaucoup plus posé, bien évidemment. On est chez Tchekhov, donc ça va beaucoup moins vite. Et c'était intéressant de voir aussi comment il arrive à passer de quelque chose d'extrêmement enjoué et encore une fois fulgurant à quelque chose de beaucoup plus posé avec une caméra qui est majoritairement sur une véranda ou dans une salle à manger ou sur une terrasse devant une datcha. Il a cette capacité à avoir pu s'adapter aussi aux fulgurances des Tziganes et au calme tchécovien. Quand il scénarise les Tziganes montent au ciel, est-ce que pour lui c'est une évidence? Est-ce qu'on doit le savoir, j'imagine? Est-ce que pour lui c'est une évidence que la part musicale doit être importante? Oui. C'est un élément de mise en scène. C'est un élément particulièrement important pour lui. Et donc il y a ce compositeur, Eugène Doga. C'est pas la première fois qu'ils travaillent ensemble. Ils ont déjà fait Les Léoutards, ils retravailleront ensemble. Ce monsieur a fait la musique d'à peu près 200 films. Mais ils savent qu'ils doivent, et en tout cas particulièrement Eugène Doga, ils savent qu'ils doivent relever un vrai défi. C'est à la fois de pouvoir s'imprégner des musiques tziganes pour en créer une autre. Or, ni Doga ni Loteanu ne sont tziganes, et ils savent aussi qu'ils vont avoir affaire à l'orchestre symphonique de Mosfilm ensuite pour enregistrer la musique. Donc il faut arriver à combiner
des musiques tziganes essentiellement à base de violon et de guitare, avec un orchestre symphonique qui va emmener le film vers des hauteurs dont vous parliez, et notamment cette musique, moi j'allais dire presque lancinante, qu'on va voir revenir un certain nombre de fois à l'intérieur du film. Et dans ce que raconte Eugène Degas, le compositeur, c'est particulièrement intéressant parce qu'il essaie d'expliquer comment il a réussi à s'imprégner de ces musiques-là, comment il en a écouté, entendu, comment il a essayé de s'imprégner des chants tziganes également, de la mélodie, pour arriver à créer quelque chose ex nihilo, parce que ce ne sont pas des morceaux initialement tziganes, c'est vraiment une musique composée pour l'occasion. Et c'est une musique qui a marqué là aussi les esprits. C'est une musique qui s'est vendue, y compris en France. Quand le film est sorti chez les disquaires, il y avait la musique des Tziganes montent au ciel qui était en vente en 33 tours avec tous les morceaux. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que quand ils ont fait un accident de chasse, ils l'ont fait également ensemble. Il a composé une musique d'une valse, on est chez Tchekhov, laquelle valse est devenue la valse sur laquelle dansent tous les jeunes mariés en Union soviétique. Un peu moins aujourd'hui, mais c'est devenu la valse qu'il faut avoir le jour de son mariage pour danser dessus. Incroyable. Ça veut quand même dire que Degas a réussi à trouver l'air du temps, à s'imprégner de quelque chose pour faire en sorte qu'il y ait des millions de personnes qui aient envie de reprendre ces musiques à lui qu'il a composées ex nihilo. Non, mais je le confirme, le score est vraiment magnifique. Je rappelle donc les Tziganes mentent au ciel. J'avais pas dit, mais le film date de 76 et il était sorti en France le 21 novembre 77. Il revient en France à partir du 17 juillet 2024, même si on l'avait déjà reçu, entre parenthèses, en Blu-ray depuis le 7 mai 2024, mais il faut vraiment aller au cinéma. C'est grandiose. Et moi, j'ai une dernière petite question. Moi, je ne suis pas contemporain de ce film. D'ailleurs, j'avais 1 an quand le film est sorti, quand il est sorti en France. Mais bon, je suis un peu cinéphile. Et donc, quand on est cinéphile et qu'on n'a pas été contemporain de ce film et qu'on le découvre, vous savez de quoi je vais dire. Ouais. De suite, il y a 2 cinéastes qui arrivent comme ça. Et il y en a un, il s'appelle Emir Kusturica, et puis l'autre, c'est Tony Gatliff. Et alors, je ne sais pas si l'un et l'autre ont vu ce film. Je pense que oui. J'ai envie d'y croire. Mais alors, ce n'est pas une question que je pose, mais c'est plutôt, est-ce que c'est pas grave si on pense à Kusturica et Gatliff quand on voit ce film? Non, c'est pas grave du tout. Et je citais tout à l'heure l'autre grand film sur les Tziganes qui date de 1967 d'Alexandar Petrovitch, J'ai même rencontré des Tziganes heureux, qui lui aussi est ressorti d'ailleurs avec un Blu-ray magnifique chez Malavida. Donc non, c'est absolument pas grave qu'on y pense, parce que ils sont pas très nombreux, les cinéastes, à s'être intéressés de toute façon aux mœurs tziganes. Et donc, on est obligé d'avoir des associations d'idées. Quand on voit un film sur une culture particulière, si on en a vu un autre, bien évidemment, c'est la première chose qui va nous venir à l'esprit. Donc, Gatliff, Kusturica, Petrovitch et donc Lotianu sont issus de ces pays où les tziganes, les communautés tziganes, les communautés Romanie, puisque c'était ce terme-là qui était employé en ex-Yougoslavie, c'est des gens qui les ont croisés, qui les ont côtoyés, qui les connaissent bien, d'où le fait que c'est normal qu'on y pense. Mais avant de conclure, je voulais juste vous dire que le fameux deuxième film qu'on connaît en France, Un accident de chasse, d'Émile Lotianu, est également ressorti en DVD Blu-ray il y a 2 ans, où j'avais fait également les bonus DVD. Donc le film est aussi accessible. C'est les 2 seuls films de Lotianu qui sont accessibles en France, sous-titrés français. Mais ça vaut le coup aussi de voir ce film-là, parce qu'il est un peu à l'opposé des Tziganes montent au ciel, mais il est très intéressant. Et ce film avait fait l'ouverture du Festival de Cannes en 1978. Il était en compétition, il n'avait rien gagné, mais faire l'ouverture du Festival de Cannes, c'était déjà très prestigieux pour Lotianu à l'époque. C'était absolument parfait. Lequel Lotianu? On est quand même en Union soviétique et les interdits sont à la fois sont évidemment très nombreux, avait été interdit d'aller au festival de Saint-Sébastien. Svetlana Thomas était allée seule au festival de Saint-Sébastien. Le metteur en scène n'avait pas eu son visa de sortie pour aller en Espagne accompagner son film.
Ce genre de problème existe encore aujourd'hui d'ailleurs. Mais bon. Absolument. Je referme cette parenthèse. Et juste une dernière question qui n'était pas du tout prévue. Et là, pardonnez-moi mon ignorance, mais je voulais savoir, est-ce qu'il y a déjà eu une espèce de rétrospective complète ou incomplète des œuvres de l'OTANU en France? Non, pas à ma connaissance. Pas à ma connaissance. Et je pense que c'est possible à faire. Ce serait intéressant, je pense que c'est possible à faire, mais aujourd'hui, techniquement, presque impossible. Aujourd'hui, techniquement, presque impossible. Je ne vais pas vous raconter les relations qu'on a aujourd'hui avec la Russie. Tous les négatifs et les positifs de tous ces films sont là-bas. Je pense qu'il y en a quelques-uns qui sont en Moldavie, mais je ne sais pas dans quel état. De toute façon, la quasi-totalité, non, pas la quasi, la totalité de ces films ont été tournés sur pellicule, donc aujourd'hui, ce serait très compliqué aussi de montrer ça. Il y a, à part les deux films, Les Tziganes montent au ciel et Un accident de chasse, aucun des autres n'a été sous-titré français. Donc voilà, sur le principe, ce serait formidable. Dans les faits, c'est vraiment très, très, très compliqué à monter. Il y aura un gros travail, mais vous savez, on a réhabilité Napoléon. Je pense qu'on peut tout faire maintenant, donc croisons les doigts. Merci beaucoup, Joël Chaperon, en tout cas, de nous avoir consacré 40 minutes pour parler de ce film admirable, Tziganes montent au ciel. Ça sort le 17 juillet 2024. Et voilà, j'ai plus rien à dire maintenant. C'est à vous d'aller voir le film. Il faut faire le travail. Allez voir le film. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci vraiment. Merci à vous. Générique. In the canyon, that's where I long to be with my three good companions, just my right.